Ma vie en VF, une production de Tunisia Podcast, présentée par Raouia Khadr. En décembre 2021, la Tunisie accueillera le 18e sommet de la francophonie organisé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe 88 États et gouvernements membres, dont la Tunisie. Encore plus intéressant, 4 pères fondateurs sont derrière la mise en place de cette francophonie institutionnelle. Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, Prince Norodom Sihanouk et Habib Bourguiba. Ce podcast est l'occasion pour nous de faire un focus sur une langue qui réunit à ce jour plus de 300 millions de citoyens dans le monde et de nous poser les bonnes questions quant à l'évolution du rapport du tunisien à la langue française. Artistes, entrepreneurs, sportifs, journalistes, économistes et bien d'autres personnalités publiques ont accepté de nous livrer, à travers leur vécu et leurs témoignages, la vision qui porte sur la francophonie d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Ma vie en VF. Ma vie en VF est un podcast soutenu par l'Institut français de Tunisie. توا دوك نجم نحكيو بالدارجه مادام ما عرفتكش الجو وتوا باش نحكيو وتوا باش نعطيك الجو باش نرجعوا لهنا il y a quelques années. On y va, tu es jeune. Tu es prête? Oui, allons-y. Avant de connaître Helam Saleti, la professeure des universités de l'Institut supérieur des langues de Tunis, j'ai connu le personnage de Douja sur RTCI, la radio multiculturelle tunisienne. Sa chronique des mets et des mots m'avait interpellée. Le culinaire passait par les mots et les mots par des histoires et des parcours. J'ai ensuite découvert celle qui se cachait derrière, une professeure des universités passionnée de gastronomie, mais aussi amoureuse de la langue de Molière, qu'elle aime triturer avec humour. De là, des questions se sont posées. Qu'est-ce qui a poussé les parents de Helam Saleti à l'inscrire dans une école française dans les années 60 ? Comment a-t-elle évolué dans les deux sphères ? Comment choisit-on une langue pour métier ? Et pourquoi le français ? Mais aussi, je voulais comprendre cette attention particulière au choix des mots, à l'humour comme outil de communication, peut-être même de transmission. Et si tout passait par l'humour ? Nous prenons donc rendez-vous au sein du bâtiment de la radio publique. Équipé de mon matériel nomade d'enregistrement, nous voici déjà en train de parler de sa vie en VF, micro-dynamique à la main, à quelques heures de l'émission autour de la francophonie dans laquelle Hela est chroniqueuse. Et quand on aborde le sujet de l'apprentissage des langues, c'est de manière spontanée qu'elle fait la métaphore avec Obélix et la marmite de potions magiques. Alors moi je dirais, comme Obélix, je suis tombée dedans à la naissance. Mes parents venaient de construire une villa à Mutielville et à l'époque il y avait ni rue ni route, c'était entouré d'immenses terrains vagues. Et quand j'étais en âge d'être scolarisée, pour aller au jardin d'enfants, d'ailleurs j'ai fait le jardin d'enfants chez les sœurs, il y avait une école de sœurs à Beb el Khadra. Et donc tous les matins je descendais avec mon papa, paix à son âme, dans la 404 noire. Il me conduisait à ce jardin d'enfants et je ne revenais que en fin d'après-midi après qu'il ait fini le travail. Et donc quand le petit lycée, comme on l'appelait à l'époque, donc l'ancien lycée Mutielville qui est devenu aujourd'hui PMF, quand ils ont commencé à poser les premiers préfabriqués, c'était juste derrière chez nous. Et donc ma mère, voyant bien sûr l'utilité et le côté pratique de la chose, a soufflé à mon père, si on la mettait ici, ça serait bien, elle aurait qu'un rue à traverser, etc., etc. Ce qui est assez amusant, c'est que pour intégrer la mission française, mon père a occupé des postes très importants, au-delà du fait qu'il ait été un grand chroniqueur sportif, j'allais dire mondialement connu, non, mais en tout cas connu par plusieurs générations de Tunisiens de l'époque. Il avait fait quand même une carrière assez intéressante et assez imposante au sein de la jeune Tunisie des premières années de l'indépendance, et il était donc au commis de l'État, et il était à l'éducation nationale. D'accord. Et c'est en faisant intervenir l'éducation nationale que la mission culturelle française avait bien voulu de ma candidature. Donc j'ai fait toutes mes classes, à l'époque il y avait la maternelle, donc j'ai fait toutes mes classes de la maternelle à la terminale au lycée français de Mutielville, actuellement Pierre Mendès France. Bon, bien sûr, les choses, après, ça me semble presque évident. Ayant baigné dans cette langue toute mon enfance et toute ma vie, au moment du bac, quand j'ai été reçue bachelière, le choix était presque évident. Et ce qui m'amuse, maintenant quand j'y pense, ce qui m'amuse, c'est que je voulais soit faire des études de lettres, donc de littérature française, soit faire des études de journalisme.
Et à l'époque, mon père, qui avait bien les pieds dedans, dans ce monde du journalisme qui était un monde quand même masculin et assez machiste, il voyait mal sa petite chérie adorée débarquer dans ce monde masculin, et il s'y était pas opposé, mais il voyait pas ça d'un très bon œil. Et ces deux choix, je souligne au passage que ces deux choix étaient motivés par le fait que je suis un peu un oiseau volage, j'aime pas trop les volières, et je me voyais mal enfermée dans une administration quelconque, scotché à un bureau 8 heures par jour. Ce qui était le classique à l'époque, hein. Ce qui était le parcours classique à l'époque, effectivement. Et donc, pour moi, l'enseignement, c'était ma classe, mes élèves, mes cours, une certaine liberté aussi de gestes, d'action, de paroles, on a quand même beaucoup plus une vie, en tout cas familiale, et une autre vie, j'allais dire, parce que c'est ça que je cherchais aussi, une autre vie en parallèle de celle qui était tracée, oui, du travail, quoi, du monde de l'emploi. Est-ce que justement le choix de la littérature française était un choix de facilité? Est-ce que c'était un rapport passionné avec cette langue? Est-ce que tu cherchais quelque chose, un peu d'adrénaline derrière tout ça, vivre passionnément de cette langue? Est-ce que c'était plutôt, je vais peut-être faire une métaphore. Est-ce que c'était un amour passion, ou est-ce que c'était déjà la routine? Ah non, pas du tout. La routine, jamais. Et très jeune, j'ai toujours adoré les mots, leur origine, leur sens, comment on peut jouer avec, comment on peut en créer, comment on peut en fabriquer, comment on peut les détourner, comment on peut faire des calembours. Et donc, et ça explique aussi un petit peu mon parcours académique, parce que quand est venu le choix du sujet de ce qu'on appelait le CAR à l'époque, c'était le certificat d'aptitude à la recherche, donc l'équivalent d'un mémoire aujourd'hui, d'un mémoire de master, mon choix s'est tout de suite porté sur Boris Vian. Parce que j'aimais cet homme orchestre, parce que il était sur tous les fronts. Il était jazzman, il était écrivain, poète, critique, il était ingénieur centralien, maîtrisant le latin, le grec, l'allemand. Et donc pour moi, fascinant, cette vie, une vie passionnante et en même temps très courte aussi. Hein. Et donc ce côté un peu brûler la chandelle par les deux bouts, ça me plaisait aussi un petit peu. C'est une façon aussi de vivre à 100 à l'heure. Et puis ce qui me passionnait par-dessus tout, c'était sa façon de jouer avec les mots. Et donc pour mon sujet de CAR, j'avais choisi de travailler sur les chansons de Boris Vian, qui à l'époque n'avaient pas encore été éditées, parce qu'il en a quand même écrit plus de 300. Certaines ont été chantées, d'autres sont moins connues. Et donc j'avais fait ce choix de travailler sur un volet de son œuvre qui n'avait pas été tellement étudié. Et ce faisant, bien entendu, comme il s'agit de mots et de jeux de mots, le choix de la thèse de 3e cycle s'est porté tout de suite sur la création lexicale et donc sur les néologismes. Et ce qui est amusant, c'est que mon parcours, au final, il est un peu éclectique, j'allais dire, assez singulier, parce que j'ai travaillé sur de la poésie, ensuite je suis devenue linguiste par la force des choses, je dirais comme Boris Vian, linguiste malgré moi, et puis une fois la thèse terminée, il y a une petite parenthèse, je dirais même longue, je dirais même plus, une longue parenthèse, parce que j'étais jeune maman, et quand j'ai décidé de m'atteler à ce qu'on appelle aujourd'hui l'HDR, l'habilitation à la direction des recherches, c'est-à-dire l'équivalent du doctorat d'État, la chose était claire, hein, il me fallait trouver un sujet aussi passionnant que Boris Vian, tout à fait, j'imagine, et dans lequel je ne m'embête pas aussi, parce que les sujets de thèse comme les sujets d'habilitation, c'est un peu comme le mariage, hein. Si on fait un mauvais choix, il est difficile en cours de route, difficile non, malaisé et très embêtant surtout, hein, de changer en cours de route. Et donc j'ai mis longtemps à me fixer, et puis j'ai rien trouvé de mieux que de travailler sur quelque chose de tout à fait différent de ce que j'avais fait jusque-là, de travailler sur du texte vivant, j'allais dire. Parce que j'ai choisi de travailler sur les sketchs. Voilà. Et le sketch est un genre aussi qui est très très compliqué à travailler, parce que c'est un texte écrit, mais en même temps destiné à être joué, qui nécessite de l'improvisation, qui touche au théâtre. C'est de la rhétorique aussi.
mais c'est aussi susciter le rire ou chercher à faire rire. C'est aussi jouer sur les mots. Donc, je touchais à un panel de domaines auxquels j'avais pas vraiment accordé une grande importance jusque-là. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à étudier de la rhétorique, de la stylistique, à lire Bergson, Freud. Enfin, tout le monde me dit, t'as de la chance, tu dois bien t'amuser. C'est vrai, c'est très drôle. Mais c'est au moment d'étudier la chose de façon sérieusement. Et en même temps, rien n'est plus nul qu'une anecdote expliquée aussi. Ouais. Donc décortiquer un sketch et essayer d'en trouver les rouages, on tombe très rapidement dans la platitude, quoi. On l'aplatit complètement. Si on ne sait pas y faire ou si on n'arrive pas à y faire parce que c'est compliqué aussi. Et j'imagine que c'était la première fois que ça se faisait à l'époque. Enfin, un choix de sujet. Un choix de sujet, oui, que tout le monde avait trouvé très original, d'ailleurs, et qui, en tout cas pour le choix de mon jury à l'époque, je dirais pas il a posé problème, mais il a fallu même aussi chercher des examinateurs qui aient touché un petit peu à tous ces domaines, donc de la rhétorique, de la stylistique, du théâtre, de la littérature, etc., etc. Et bien entendu, quand j'ai commencé à travailler, bon, ça remonte à plus d'une décennie maintenant, parce que une HDR c'est long, mais c'est bien parce que ça nous permet aussi de voir les choses évoluer. Quand j'ai commencé à travailler sur l'humour, bien entendu, en tant que maghrébine, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a interpellé, ce sont les humoristes maghrébins. Il y en avait déjà pas mal. Francophones, bien sûr. Francophones, bien entendu, sur la scène. Mais il y avait très peu de femmes, par exemple. Mais on avait qui à l'époque? On a quand même Michel Boujner. Oui, non, en femme, ouais. En femme, non. En femme, non. Non. En femme, des Marocaines. Ouais, aujourd'hui on a Nawel Madani, je sais pas. Qui est moitié belge, moitié algérienne. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui il y a des Tunisiennes, donc moi je les vois évoluer, et c'est ça qui m'intéresse. C'est que je me dis, quand j'ai commencé à travailler sur l'humour, il y avait pas beaucoup de femmes déjà, et il y avait pas de Tunisiennes. Aujourd'hui, on a Nabila Ben Youssef. On a, bien entendu, Samia, oui. Oui, Samia Orozman. Qui d'autre? C'est tout, hein. Il y a personne d'autre, quoi. Il y en a pas beaucoup. Donc je les vois évoluer. Alors je sais pas. Il y a une question qui me taraude du coup là en parlant d'humoristes maghrébins. On a l'impression que c'est plus des Algériens et des Marocains, alors hommes et femmes confondus, qui ont toujours percé sur la scène humoristique. Donc on a Jamel, on a Gad, on a Michel. Michel il est tunisien, mais on a toute cette panoplie, Smaïl, Falleg. Pourquoi il n'y avait pas plus, ou il y a toujours pas plus de Tunisiens, à ton avis? À mon avis, il me semble que c'est tout à fait clair et évident, hein. Nous avons été un protectorat. La France est restée en Algérie beaucoup plus longtemps que chez nous. La langue française pratiquée par les Algériens à l'époque, parce que maintenant on est presque tous pareils, est nettement différente de la nôtre, hein. Ouais. Et donc il a fallu attendre un petit peu que les Tunisiens émergent, mais je pense que c'est l'héritage, c'est l'héritage linguistique qui a fait que. Et puis c'est une espèce de revanche aussi, hein. Voilà, je vais faire rire avec la langue que vous m'avez imposée, entre guillemets. Ouais. C'est ça aussi, hein. Et donc là, je vois les Tunisiennes émerger. Ça me fait plaisir. Et en même temps, j'ai toujours un regard critique, hein, je suis incorrigible. Donc, quand elles passent sur scène, c'est vrai que je ris beaucoup, oui, effectivement. Mais dans ma tête, la mécanique se met en marche. Et je me dis, celui-là, il a redit ce que l'autre a dit, il l'a dit différemment, il a traduit, il a modulé, il a transformé. Mais c'est vrai que c'est passionnant de travailler sur l'humour parce que c'est aussi, d'abord l'humour est daté, il reflète donc les époques. Tu as parlé de Félag ne me fait plus rire aujourd'hui. Il a fait rire il y a 20 ans. Oui. Pareil pour Fernand Reynaud, pour prendre un exemple bien français. Ou même Gad, en ce moment. Ou même Gad, ça devient un peu has-been, hein. Ouais. Et d'autre part, il est aussi le reflet de la société. De ce qui se passe dans la société, parce qu'ils sont aussi le porte-parole, j'allais dire, des mots de cette société, mots bien sûr MAUX.
Alors, est-ce que c'est aussi ça quelque part qui t'a amené quelques années plus tard, parce que là c'est bizarre, mais on va le dire, on enregistre au sein de la radio. Ouais. on s'est approprié un petit espace. On a une émission tout à l'heure en live, mais on profite on squatte pour parler francophonie et Hela a plusieurs casquettes à la radio, donc à RTCI elle fait Douja, donc on explique un petit peu ce passage par le personnage de Douja, l'humour. Qu'est-ce que tu en as? J'imagine que tu as gardé cette âme que tu as essayé de, en tout cas la thèse portée sur l'humour, et j'ai l'impression que la suite de la carrière c'est un enchaînement en fait. C'est un enchaînement, oui. C'est un enchaînement et c'est drôle comme l'histoire, comme des fois des choses des événements en suscitent d'autres, et c'est drôle comme moi qui voulais faire du journalisme, je me retrouve chroniqueuse plusieurs décennies plus tard par un coup du hasard, mais je préfère le mot destin, parce que à la suite des événements de 2011, j'ai été sollicitée par RTCI à l'époque pour produire une émission gastronomique durant le mois de Ramadan. C'était le mois de juillet 2011, sachant que, bien sûr, tu viens de dire que j'ai plusieurs casquettes. Je dirais que j'ai, sans prétention aucune, une petite toque de chef que je sors à l'occasion. Les mets et les mots me passionnent. Et comme j'ai commencé à cuisiner très tôt et que je suis une grande gourmande, on m'avait sollicité pour me dire « Tu vas nous produire une petite émission gastronomique pour le mois de Ramadan. C'est une émission qui dépassera pas les 10-15 minutes. Tu vas nous présenter quelques petites recettes et fais-nous une émission. » À l'époque, bien entendu, la ligne directoriale n'était pas exactement celle d'aujourd'hui. Il faut dire les choses comme elles sont. Nous sommes 10 ans en arrière. Et donc, c'était une émission gastronomique, et j'allais dire de la gastronomie pour intellectuels. Et cette émission, je l'avais intitulée « Des mets et des mots ». Et le mot de la fin, et je te laisse deviner, Raouia, comment on peut écrire le mot de la fin, concernait toujours l'un des ingrédients ou l'un des constituants de l'une des recettes, avec une anecdote, une petite histoire. En tout cas, ça se terminait toujours sur une note amusante et positive. Et mois de juillet terminé, je pensais que les choses s'étaient arrêtées là. Quand je suis arrivée à RTCI aussi, une petite parenthèse que j'ai oublié de préciser, c'est que au début, quand on m'a demandé de faire cette émission, je leur ai rayonné la vérité. J'ai dit quoi? Vous me voyez à la rentrée, moi, prof à la fac, devant mes étudiants, qui auront certainement écouté l'émission pendant tout le mois de Ramadan. Comment vont-ils m'appeler? Madame Mayonnaise, Madame Moutarde, Madame Cuisine, Madame Gastronomie. D'où le pseudo? Et donc, en rigolant, on m'a dit, prends un pseudonyme. Ah oui, je leur ai dit oui, pourquoi pas? Ah tiens, oui, des mets et des mots présentés par Douja. Et c'est comme ça que Douja est né. Et ils t'ont pas reconnu à la fac? Ils m'ont pas reconnu à la fac. Pourquoi? Parce que l'émission n'avait duré qu'un mois. Ouais. Et après, il y a eu la rentrée. Au mois de janvier, j'ai été sollicitée, alors 2 événements à la fois. J'ai été sollicitée par un magazine gastronomique, en qualité de prof de français, mais en qualité aussi de productrice des mets et des mots. D'abord pour corriger, parce que le propre des profs de français, c'est aussi de partir à la chasse de toutes les coquilles et de tous les abus de langage. Et c'est là que, et à l'époque, Melek Labidi était rédactrice, chef Melek Labidi, qui est aussi une ancienne du lycée Mutuelleville, m'avait sollicité pour ce travail. Et en discutant avec elle, je lui ai dit, écoute, je sors d'une thèse sur l'humour. Je trouve que dans votre magazine, si on faisait une petite chronique gastronomique et humoristique, ça serait bien sympathique. Et c'est là qu'elle m'a dit, chiche, pourquoi pas? Et donc, j'arrive, je présente ma chronique, elle a trouvé ça génial. Et pendant toute la durée de ce magazine, qui n'a pas vécu très longtemps, au début donc je faisais cette chronique mensuelle. Alors la chronique toutes les fois portait sur l'un des thèmes du dossier central. C'est-à-dire que la première c'était sur les soupes, ensuite on a parlé de pâtes, donc il a fallu faire une chronique sur les pâtes, sur le riz, sur le casse-croûte, les salades, etc. Et donc c'était pour moi génial parce que d'abord je faisais ma
petite recherche. Et en plus, fallait que je combine tous ces mots pour raconter une histoire et que cette histoire est une belle chute, bien rigolote et amusante. Ces chroniques ont eu beaucoup de succès. D'ailleurs, je les garde précieusement parce que elles auront certainement une autre vie. C'est en cours de gestation. Et parallèlement, RTCI m'a rappelé en me disant voilà, on reprend des mets et des mots si tu veux, une émission hebdomadaire. Et j'ai repris donc avec plaisir parce que venir à la radio nationale pour moi, c'est aussi j'allais dire côtoyer, frôler, croiser des fantômes. Enfin, c'est pas un fantôme. Mon père est toujours là. Il est toujours là, quoi. Je le sens. Et venir ici, d'abord, ça me change de l'université parce que c'est pas du tout le même. Bah oui, c'est une autre ambiance, c'est une autre ambiance, c'est un autre monde. Et puis ici, j'ai pas besoin de laisser passer ni de carte de visite, je veux dire. Ouais. Tout le monde et cette reconnaissance, on dit ça, et cette reconnaissance me fait très plaisir parce que j'ai l'impression qu'on ne l'a pas oublié, qu'il est toujours là, et c'est ça qui me fait venir ici avec toujours autant de plaisir aussi. Hein. Et donc je suis revenue au début donc pour des mets et des mots, qui n'a plus jamais été arrêté depuis. Qui n'a pas été arrêté pendant un bon moment jusqu'à un moment où on m'a dit bon. On arrête, on n'a plus les moyens financiers, etc. Mais il y a eu une parenthèse très intéressante, c'est que Adel Motéré, paix à son âme, un jour est venu me voir en me disant écoute, je vais animer une matinale et je voudrais que tu nous présentes une chronique durant cette matinale. Donc cette matinale, elle a duré quelques mois, je sais pas 7, 8 mois, je sais plus. La suite, nous la connaissons. Mais le jour où il me l'a dit, je veux dire, c'était dans une semaine ou 10 jours, quoi. Donc j'ai vite fait de préparer ma chronique et ces quelques mois de pratique ont été pour moi un excellent exercice. Parce que ça m'a appris, bon ça je le savais déjà parce que quand je présente une communication, quand je suis prof, j'allais dire, quand je suis prof et que je présente une communication, je sais combien de temps j'ai, ce qu'il faut que je dise en premier, je sais comment arranger mon truc, j'allais dire. Mais par contre, quand on est en direct et qu'il y a des intervenants, qu'il y a des interactions, qu'il y a du bruit autour et ça a été un excellent exercice. Et je garde d'ailleurs jusqu'à présent, j'ai encore toutes ces chroniques parce qu'elles continuent à me servir. Il suffit juste de les mettre à jour. Mais je fais les choses différemment maintenant. Je fais les choses différemment parce qu'avec du recul, bien sûr, l'humour aidant, bien entendu, j'ai appris à condenser et j'ai appris aussi que, c'est méchant de dire ça, mais bon, dire le minimum avec un maximum de joie de vivre, j'allais dire, de plaisir de l'écoute, c'est ça aussi. Mais en même temps, ce qui me donne aussi beaucoup de fil à retordre, c'est la chute. Parce que forcément, les gens qui écoutent, il faut que ça se termine sur une note amusante, drôle, humoristique. Donc finalement, tu as mis en œuvre le sujet sur lequel tu as longtemps travaillé. Oui. Parce que ça se ressemble un petit peu. C'est comme un sketch. On est en direct, en live. Il faut retenir par les mots, par le ton, par la manière de dire les choses. Et avec ces touches d'humour, parce que justement, que ce soit la casquette de Douj, avec les mets et les mots, ou la casquette de Helam Saletti un peu plus tard, donc dans des chroniques, il y a toujours cette pointe d'humour. On va arriver presque à la fin de la vie en VF, mais la vie en VF de Hela, c'est aussi justement l'université. Est-ce que tu pourrais nous décrire cette expérience, ce que tu as vu défiler tout au long de ces années de professeur? Qu'est-ce qui a changé chez les jeunes qui viennent à l'université apprendre la littérature française? Bon, maintenant, j'ai quand même plus d'une trentaine d'années d'expérience, je peux en parler, Je peux en parler même très longuement. Ce qu'il y a, c'est que quand on est passé du système de la maîtrise à la licence, nous n'avons plus eu du tout les mêmes candidats, quoi. On n'a plus du tout eu le même public. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que, bon, déjà, il faut savoir que depuis 2011, on est en chute libre, ça c'est clair. Déjà, après les événements de janvier, à la rentrée de 2011, j'avais l'impression de ne plus avoir affaire aux mêmes étudiants que j'avais eu depuis le début de l'année. Et puis, ces 10 dernières années ont fait aussi que,
avec la crise économique, la crise sociale que nous traversons, les étudiants sont très démotivés. Et moi, de par ma formation, il y a que je suis sur plusieurs masters. Je suis sur un master de littérature et je suis également sur un master de linguistique générale que je gère. Que je gère parce que j'en suis responsable. Donc j'ai les deux types de profils de candidats qui sont totalement différents. Et ils viennent chercher quoi? Ceux de linguistique générale, la plupart du temps, ils vont finir ou pas leur mémoire de master en master 2 et ils vont certainement recruter par un centre d'appel ou par une école privée. Les étudiants de littérature sont un peu plus ambitieux. Ils rêvent de faire une thèse. Sauf que ce rêve, malheureusement, j'ai des doctorantes qui ont soutenu leur thèse et qui attendent toujours d'être recrutées et qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent plus aussi parce que entre-temps elles se sont mariées, elles ont eu des enfants. Je parle au féminin parce que la plupart du temps j'ai des filles. Et donc elles sont débordées et puis elles finissent par arrêter aussi. Par contre, ce que je peux dire et qui est très amusant aussi, c'est que depuis que je suis devenue un personnage médiatique, j'allais dire, je suis devenue soudain très sympathique. Mais tu l'es. Non, c'est-à-dire que ils ont toujours eu beaucoup de réserve, beaucoup de respect par rapport à moi. Et bon, il faut dire que en cours, je suis pas exactement la même personne que celle que tu vois. Il faut aussi savoir un petit peu faire la différence. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur l'humour. C'est vrai que, d'ailleurs, mes étudiants me le disent tout le temps, on rit beaucoup avec vous, madame, on apprend beaucoup de choses et on rit beaucoup. D'accord, certes, mais il y a quand même, moi j'ai été élevée à l'ancienne, c'est-à-dire que mes profs, je les ai toujours, vous voyez, je continue à le faire, mes profs portaient des blouses blanches, donc c'est vraiment l'ancienne école. Donc j'ai toujours je suis toujours un petit peu réservée par rapport à eux, mais depuis que justement il y a Douja, depuis qu'il y a la chaîne YouTube, ils ont l'impression d'avoir une prof star. Donc ils sont. Mais ça participe, ça donne, ça crée un autre lien, ça passionne pour la matière. Ça les passionne pour la matière déjà, ça les passionne pour les mots de la langue, parce que la parenthèse que nous avons sautée, c'est que entre-temps, est née une chaîne YouTube qui s'appelle Menhad al-Hadra. Alors, en français, si on veut traduire, ça donnerait d'une histoire à l'autre ou d'un conte à l'autre, mais c'est une expression idiomatique qui signifie, en fait, de fil en aiguille. Menhad al-Hadra, ça veut dire de fil en aiguille. Tout à fait. C'est-à-dire passer de l'histoire, je sais pas moi, du coin, par exemple, l'histoire des pâtes, à toutes les anecdotes ou tous les faits historiques vérifiés, parce que je suis prof, moi je vérifie toutes mes informations. Le tout autour d'une petite histoire qui met en scène un ménage. Le tout, bien sûr, encore une fois, je précise, en arabe dialectal. Est-ce que c'est traduit? Ça va être traduit, peut-être? Sous-titré? Certainement pas, ni traduit, ni sous-titré, parce que l'arabe tunisien est le Tounsi, notre dialecte, est extrêmement imagé. Et donc, traduire serait véritablement un massacre. Par contre, en parallèle, je continue mes chroniques en français, que j'espère un jour publier. Je le ferai, mais je sais pas quand, mais je le ferai, ça c'est clair. Mais Menhad al-Hadra a aussi un autre objectif, c'est que je suis linguiste. Et il n'y a pas que les mots d'arabe, de français qui m'intéressent. Il y a aussi les mots de ma langue, celle que j'ai apprise étant petite et que je n'entends plus. Des mots qui ont disparu. Le tunisien est envahi le tunisien, la langue, je veux dire, est envahi d'argot, d'anglicisme, enfin, il y a plein de mots qui viennent du maltais, qui viennent de l'italien, qui viennent du tunisois, qui viennent du turc, que plus personne n'utilise, que je continue à utiliser avec ma mère, avec ma fille à la maison, mais qui ont tendance à disparaître. Donc je me dis, raconter cette petite histoire qui a beaucoup de succès d'ailleurs, parce qu'elle est très coquine, cette histoire, il faut l'écouter, parce que il y a beaucoup de jeux de mots, effectivement. Encore une fois, là, je peux pas m'en passer, c'est plus fort que moi. Et l'histoire est assez amusante, et en même temps, on reste prof. Donc très informative. Donc c'est un condensé d'informations autour d'une petite narration qui informe, qui amuse.
اليوم هدرتنا على اللي تاكل بلا وقت يسد الرمق في السلاعة الخلاعة والشر. حكايتنا على اللي ريحته تقود وقت اللي بنادم بالشر يموت. اليوم باش نقسمو كسكروت. Ouais, tout ça pour dire cet engouement. En tout cas, il y a une autre manière d'apprendre les choses. Il y a une autre. Je sais pas. Est-ce que c'est finalement, ce serait peut-être la solution pour retrouver l'intérêt des étudiants. Donc, tu viens de nous dire que depuis une dizaine d'années, ça c'est un petit peu l'intérêt des jeunes pour la langue, pour les études de langue est en train de changer. Est-ce que ce rapport-là, peut-être, cette nouvelle communication, les réseaux sociaux, est-ce que on pourrait pas les utiliser à bon escient finalement pour renouer avec la passion des mots? Certainement. Je dirais d'abord une information qui m'a été apportée et qui m'a fait très plaisir, c'est que mes capsules vidéo ont été utilisées dans les écoles primaires pour enseigner l'histoire du couscous, excellent. Pour enseigner l'histoire de la sida. Dans des écoles privées ou publiques? Dans des écoles privées. Magnifique. Les maîtresses étaient ravies parce qu'elles n'avaient pas à se casser la tête. Il y a une petite dame absolument charmante qui raconte une histoire tout à fait drôle. Et les enfants, bien sûr, un audiovisuel, une vidéo, waouh, ouais. Ils se sont régalés. Il y a aussi que l'université s'intéresse à mon travail parce que à la faculté des sciences humaines et sociales du boulevard du 9 avril, le département de sociologie, enfin les gens qui s'intéressent à la sociolinguistique ont beaucoup d'intérêt pour Menhad al-Hadra parce que il y a un condensé, il y a un substrat de mots et puis une narration autour de laquelle ils peuvent faire des études intéressantes, en tout cas concernant notre parler. Ce qui est sûr, c'est que oui, pour séduire les étudiants, effectivement, je crois que le meilleur moyen, c'est les réseaux sociaux maintenant. Hein. D'ailleurs, pour en finir, Raouia, parce que j'ai pris beaucoup de temps, un plaisir. Ceux qui nous rassemblent, les rassemblent aussi, parce qu'ils sont tout oui. Ah, madame, elle nous a raconté des choses éminemment intéressantes sur Wesh, sur, pourtant tout à fait. Donc, il faut vraiment trouver je crois que tout passe par l'humour, en fait. Plus de 15 ans à travailler sur l'humour, oui. C'est cette phrase-là que je vais retenir aujourd'hui. Oui. Tout passe par l'humour. On peut tout faire passer, même les choses les plus méchantes, avec le sourire. Mais en tout cas, je vous dis, l'essentiel, ce que je retiendrai de ma carrière d'enseignante universitaire, c'est que, madame, on a beaucoup appris et on a surtout beaucoup ri. Et ça me fait énormément plaisir. J'ai horreur des grincheux et des cours magistraux et des profs coincés. Ouais. Et donc là, je crois que en tout cas, ça me donne beaucoup de bonheur. Moi, je ris beaucoup lors de tes chroniques et je pense qu'aussi, là, pour le podcast, c'est aussi un podcast qu'on écoute avec beaucoup de plaisir, très agréable. Tu nous racontes les choses, ta vie en VF, de manière très agréable. Merci, Hela. Merci, Raouia. Aïchek. Merci. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode du podcast Ma vie en VF. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et YouTube. Et pour ne rater aucun épisode, il suffit de vous abonner à l'une de ces plateformes de diffusion ou nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sous le nom de Ma vie en VF.